Vous me permettrez peut-être à l'entame de notre rencontre d'aujourd'hui d'adresser nos très vives félicitations à l'équipe de football des éléphants de Côte d'Ivoire. On voudrait leur dire bravo pour cette belle victoire sur nos frères des Lions Indomptables. Et je voudrais adresser au nom du président de la République et du gouvernement nos félicitations donc aux joueurs, nos félicitations aussi donc à tout le personnel d'encadrement, au personnel d'entraînement et bien sûr à tous les supporters, dont je sais qu'il y en a beaucoup ici dans cette salle. Donc bravo les éléphants et surtout bonne continuation. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers amis opérateurs, chers amis des médias, je voudrais commencer notre intervention en indiquant que nous nous retrouvons ce jour pour la 4e édition de nos rencontres périodiques d'échange sur le travail effectué par le gouvernement sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je rappelle que ces rencontres avec la presse nationale et internationale, auxquelles sont associés divers représentants du corps socio-professionnel et la société civile, répondent au double objectif suivant. D'une part, rendre régulièrement compte à nos compatriotes et à nos partenaires internationaux des principales actions menées par l'équipe gouvernementale et d'en fixer les perspectives. D'autre part, respecter l'engagement que j'ai pris de créer un cadre d'échange régulier avec les médias et les acteurs du secteur privé sur l'action gouvernementale. Vous vous souviendrez que mes 2 premières conférences de presse ont été l'occasion de présenter avec fort détail les actions réalisées, celles en voie de réalisation ou celles qui sont programmées au titre des 3 principaux axes définis par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à savoir donc paix et sécurité, premier axe, réconciliation nationale et cohésion sociale, le 2e axe, et le 3e axe, relance économique et reconstruction post-crise. La 3e conférence de presse, quant à elle, avait été particulièrement consacrée aux réalisations et perspectives en matière d'infrastructures, de développement du secteur privé et du bien-être social. Du reste, vous avez pu noter que ces rencontres avec les médias ne se limitent pas seulement au Premier ministre. Les ministres, eux aussi, ont été instruits par le chef d'État et par le chef du gouvernement d'informer régulièrement nos compatriotes en communiquant sur leurs missions et actions respectives, notamment dans le cadre donc des rendez-vous du gouvernement. En effet, nous pensons que nos compatriotes ont droit à l'information et doivent comprendre les enjeux, les objectifs et les retombées à court, moyen et long terme des actions mises en œuvre pour mieux contribuer au développement de notre pays et permettre à l'horizon de notre pays de s'éclaircir chaque jour davantage. Ils doivent être aussi dûment informés des difficultés qui se présentent et des contraintes qui s'imposent parfois à leurs dirigeants. Pour notre part, nous souhaitons aussi être constamment à l'écoute de nos concitoyens afin de mieux appréhender la perception qu'ils ont de nos actions, ainsi que leurs attentes, leurs inquiétudes, voire leurs critiques, mais aussi leurs points de satisfaction, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est un défi de taille que d'aucuns verraient comme un rêve. Mais justement, seuls celles et ceux qui ont des rêves réalisent des exploits et performances et partant leur ambition. Toutes les grandes réalisations, toutes les grandes œuvres ont pris leur source dans un rêve. Rappelez-vous notamment Martin Luther King qui avec son fameux « I have a dream », je fais un rêve. Ce rêve semblait chimérique à son époque. Mais n'est-il pas devenu réalité maintenant, et vous le savez tous? En outre, j'aime bien ces paroles de l'écrivain Mark Twain, que je voudrais citer. Il ne savait pas que c'était impossible.
alors ils l'ont fait. Fin de citation. Lorsque l'on croit une œuvre réalisable ou impossible, on ne l'entreprend pas, on ne l'attente même pas. Mais il ne faut pas, bien sûr, confondre rêve et fiction ou utopie. Nos rêves sont notre vision. La vision donc que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nourrit pour la Côte d'Ivoire et que nous partageons avec lui est le moteur, le ressort et le ferment de l'action gouvernementale. L'émergence à l'horizon 2020 se prépare depuis son accession à la magistrature suprême à travers des actions visant à rétablir puis accélérer la croissance et le développement économique, social et humain. Les performances réalisées ouvrent la voie royale vers l'émergence. Un rêve de plus en plus partagé par nos compatriotes. Au fil des nombreuses réalisations déjà effectuées et donc le début des réalités. C'est d'ailleurs à l'aune de ces acquis que j'articulerai mon intervention portant sur le thème suivant, croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Mesdames et messieurs, dans notre marche vers l'émergence, il est important que nous marquions un arrêt pour faire le bilan des actions et réformes ambitieuses mises en œuvre et qui constituent le socle des progrès à escompter au plan économique et social. Ces actions doivent permettre, en l'occurrence, premièrement, de garantir la paix, la sécurité, la stabilité politique, la cohésion sociale et le renforcement de la démocratie. Deuxièmement, d'assurer la stabilité macroéconomique, de consolider l'assainissement des finances publiques et d'accroître les marges budgétaires de l'État pour faire face aux nombreux défis du développement. Troisièmement, de mettre en œuvre des réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer la compétitivité de notre économie et à faire du secteur privé le principal moteur de la croissance. Quatrièmement, de développer sur l'ensemble du territoire national des infrastructures modernes, compétitives. Cinquièmement, d'accélérer la construction d'infrastructures sociales en appui à une offre de services publics de qualité, notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la formation, de l'eau potable et de l'assainissement. Sixièmement, de diversifier et de moderniser la production nationale des différents secteurs et d'intensifier la transformation locale des produits de base. Septièmement, de garantir à nos enfants et à nos jeunes une éducation et une formation de qualité adaptée au monde de l'emploi. Huitièmement, d'améliorer, d'assainir le cadre et les conditions de vie de nos populations et de protéger l'environnement. Et enfin, neuvièmement, de valoriser notre culture, le sport et des loisirs sains. Mon intervention va donc s'articuler autour de ces différents points, l'objectif étant de montrer comment le gouvernement est à l'œuvre pour que l'émergence projetée devienne chaque jour davantage une réalité concrète et tangible. Donc le premier point, l'émergence passe par la sécurité, la stabilité politique, la cohésion sociale et le renforcement de la démocratie. Notre pays continue de faire des progrès et demeure sur la voie de la paix et la stabilité durable. En 3 ans, l'indice d'insécurité nationale est passé de 3,8 en 2012 à 1,18 en décembre 2014. Vous savez que celui des Nations Unies est passé donc de 4 à 2, et je rappelle toujours, le niveau 2 est celui de New York ou de Genève, c'est-à-dire normalité pratique. Il en résulte que la destination Côte d'Ivoire est redevenue attractive, avec le retour à Abidjan des institutions internationales, des ambassades et des grandes entreprises multinationales, ainsi que l'installation par d'autres de leurs sièges régionaux à Abidjan. C'est le cas, entre autres, bien sûr, de la Banque africaine de développement, du bureau de l'UNESCO, d'Africa Rice, ou des entreprises comme General Electric, Microsoft, ExxonMobil, pour ne citer que celles-là. En raison de l'amélioration du climat sécuritaire, les mesures de restriction de voyage imposées par le gouvernement américain pour tous ceux qui désirent se rendre en Côte d'Ivoire ont été définitivement levées le 19 février 2014. L'amélioration de la sécurité a également permis à l'ONUCI de reconfigurer sa composante militaire
préparant ainsi son retrait progressif de notre pays. Tous ces bons résultats sont dus pour l'essentiel aux vigoureuses actions engagées ou encouragées par le gouvernement pour la restructuration et la modernisation des forces de sécurité et de défense, pour la réforme donc du secteur de la sécurité et pour la réinsertion de tous les ex-combattants à fin juin 2015. Nous en avons, vous le savez, 14 000. Entre autres actions fortes qui méritent également d'être rappelées, je voudrais citer 2 décisions particulières donc, du chef de l'État, chef suprême des armées, qui peuvent être considérées comme de petites révolutions et qui par ailleurs montrent bien que la question du genre figure bien au cœur de ses priorités. Il s'agit de l'intégration des filles à l'école militaire préparatoire technique, l'EMPT, de Bingerville depuis 2013 et à l'école de gendarmerie en 2014, en ce qui concerne les officiers. C'est pour moi le lieu de relever que d'une manière générale, beaucoup d'efforts ont été faits en matière de promotion du genre, même si bien sûr beaucoup reste à faire. Je rappelle certains acquis précédents que sont l'ouverture de la police, du corps diplomatique, du corps préfectoral aux femmes, la modification de la loi sur le mariage pour instituer donc la direction conjointe du ménage. Je pourrais y ajouter certaines réalités et signaux forts d'aujourd'hui, notamment la nomination de Mme Henriette Diabaté en qualité de grande chancelière de l'Ordre national. En ce qui concerne la réconciliation nationale et la cohésion sociale, disons que l'ouverture et la constante politique de la main tendue du chef de l'État ont permis une décrispation progressive de la vie politique et l'organisation libre par tous des partis politiques de leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette ouverture en direction de l'opposition a permis de faire des concessions notables sur la composition de la nouvelle commission électorale indépendante, la CEI, notamment avec la loi modificative adoptée en début du mois d'octobre 2014. Ainsi, 3 nouveaux postes ont été créés dans le bureau de la commission, à savoir un poste de vice-président et 2 de secrétaire général adjoint. Je précise, et vous le savez sur ce point, que le nouveau poste de vice-président et un des 2 nouveaux postes de secrétaire adjoint sont occupés par des représentants de l'Alliance des forces démocratiques, dite l'Alliance, et la coalition de l'opposition formée par le FPI et ses alliés. Nous souhaitons que la CEI travaille dans un cadre serein en vue de relever le défi de l'organisation d'élections transparentes, ouvertes, justes et apaisées en 2015. En outre, les lois sur le foncier et la nationalité ont été effectivement votées par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la loi sur le financement des partis politiques a été effectivement adoptée en Conseil des ministres pour être soumise à l'Assemblée nationale. Je ne saurais omettre de relever qu'au terme de son mandat échu le 28 septembre 2014, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, a officiellement restitué son rapport le 5 décembre 2014 à son Excellence Monsieur le Président de la République. Considérant que la réparation est une étape clé du processus de réconciliation, le chef de l'État a annoncé la mise en place dès 2015 d'un fonds de l'indemnisation des victimes avec une constitution initiale de la part de l'État de Côte d'Ivoire de 10 milliards de francs CFA, déjà prévu donc au budget 2015. Deuxième point, l'émergence passe par la stabilité macroéconomique, l'assainissement des finances publiques et l'accroissement donc des marges budgétaires de l'État. Le gouvernement s'est engagé, sous la conduite du président de la République, dans un vaste et ambitieux chantier, celui de relever les défis d'une croissance soutenue, durable et inclusive et de lutter contre la pauvreté et le chômage, à l'aune du plan national de développement 2012-2015, dont l'objectif, vous le savez, est de réduire le taux de pauvreté de moitié à l'horizon 2015. La Côte d'Ivoire a réalisé à ce titre des progrès économiques rapides et soutenus, qui lui ont permis de se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive, avec un taux moyen de 9% au cours des 3 dernières années, taux parmi les plus élevés dans le monde. Au cours de ces 3 dernières années, selon le rapport du FMI, le PIB s'est accru de 25% et le PIB par habitant de 15%, dans un contexte d'inflation maîtrisée en dessous de la norme communautaire de 3%. La conséquence immédiate de ce dynamisme est la hausse des revenus des ménages,
et leur consommation, stimulée par la hausse du SMIC et l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, l'augmentation des prix aux producteurs, notamment du cacao, du café, du coton, de l'anacarde. En outre, les relations économiques avec l'extérieur sont caractérisées par l'accroissement des exportations de 4,6% en 2012, 6,2% en 2013, avec une estimation de 10,5% en 2014. Les produits transformés représentent 45% du volume global des exportations à fin juin 2014. Il est à noter à cet effet que le taux d'investissement global est passé de 8,2% du produit intérieur brut en 2011 à 16,5% en 2013, soit un doublement en moins de 2 années. L'estimation à fin juin 2014 est de 20% du PIB. Le niveau des investissements publics est estimé à 1 252 milliards de francs CFA en 2014. Le gouvernement poursuit également les efforts d'assainissement des finances publiques par la rationalisation des dépenses de l'État et l'optimisation donc des recettes. Le cadre de gouvernance a été renforcé par l'adoption de la loi sur le Code de transparence des finances publiques. La gestion rigoureuse du programme économique et financier triennal 2011-2014 avec le Fonds monétaire international a conduit à son prolongement jusqu'à fin 2015. Notre pays a bénéficié au titre de ce programme d'appui budgétaire d'un montant cumulé de 382 milliards de francs CFA sur la période 2011-2014. Il bénéficiera en 2015 d'un niveau d'accès de 40% de sa quote-part, représentant 96 milliards de francs CFA. L'exécution budgétaire mieux contrôlée permet une maîtrise du déficit évalué à 2,3% du PIB en 2013 et l'accroissement des dépenses pro-pauvres indispensables dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Ces dépenses sont passées de 1080,3 milliards de francs CFA en 2012 à 1337 milliards de francs CFA en 2013 et sont projetées à 1716 milliards de francs CFA en 2015 après être passées par 1521 milliards de francs CFA en 2014. S'agissant du flux des capitaux internationaux, le premier emprunt sur le marché financier international, l'Eurobond 2014, lancé par le gouvernement, a été un véritable succès. Nous avons ainsi pu lever 750 millions de dollars à un taux de 5,625%, pour une offre globale qui a été faite, il faut le rappeler, de 4,7 milliards de dollars. Troisième élément, l'émergence passe par le développement d'un secteur privé dynamique dans un environnement économique favorable. Dans ce sens, le gouvernement a mis en œuvre d'importantes réformes structurelles et sectorielles qui visent à créer le meilleur environnement institutionnel et juridique pour accompagner le secteur privé et à favoriser les conditions les plus attractives pour la réalisation des investissements privés, tant nationaux qu'extérieurs. Ces mesures sont désormais connues du fait qu'elles ont fait l'objet d'une large diffusion, qu'il s'agit des nouveaux codes, des guichets uniques pour la création d'entreprises ou du tribunal donc de commerce, dont je ne vais pas m'étaler sur ces réformes. La mise en œuvre de ces importantes réformes a valu à notre pays de gagner 30 places dans le classement du Doing Business de 2012 à 2015, passant ainsi de la 177e place à la 147e. De même, notre pays est classé pour la deuxième année consécutive parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde dans le cadre du Doing Business 2015 de la Banque mondiale. C'est également l'occasion d'indiquer que notre pays a reçu en décembre 2014 le prix du Forum Mines and Money du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier, devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. D'autres réformes sont également mises en œuvre dans le cadre du MCC, le Millennium Challenge Corporation, du gouvernement américain, sanctionné par obtention récente du threshold. Nous pourrons en parler pour expliquer un peu que quelquefois ces mots un peu barbares au départ. En outre, notre pays a maintenu son statut de pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé ITIE, obtenue en mai 2013. Et notre pays devait être éligible dès 2015 à l'initiative internationale Open Government Partnership, l'OGP. L'amélioration continue du climat des affaires
de la compétitivité de l'économie ivoirienne est la base du dynamisme du secteur privé. Ainsi, le CEPICI a enregistré en 2014 la création de 6 487 entreprises, soit plus d'un doublement par rapport à 2013. Ce sont donc au total 9 262 entreprises enregistrées depuis 2011 pour des investissements cumulés de 1 275 milliards de francs CFA et des emplois évalués à 66 189. Par ailleurs, le gouvernement met un accent particulier sur le développement des PME, notamment par l'adoption en mars 2014 d'une loi d'orientation de la politique nationale de promotion des PME et celle du programme Phoenix de promotion des PME d'un montant global de 86 milliards de francs CFA. L'État contribue à son financement à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Bien sûr que la différence est à mobiliser auprès des bailleurs de fonds et des bénéficiaires. De façon plus générale, la réforme globale du secteur financier entreprise par l'État vise à trouver des solutions satisfaisantes à la problématique du financement de notre économie qui demeure, il faut le signaler, un de nos principaux défis. En outre, le gouvernement a entrepris la restructuration et la redynamisation des banques publiques, celles du secteur de la microfinance et des assurances, en vue d'accroître significativement le financement de certains secteurs prioritaires, notamment les PME, ayant un faible accès au financement. De même, les actions entreprises au niveau communautaire visent à dynamiser la coulée de l'épargne et l'octroi au secteur de crédit au secteur privé, notamment à travers la bourse régionale des valeurs mobilières. Quatrièmement, l'émergence passe par les infrastructures économiques modernes et compétitives. Le dynamisme de l'activité économique est soutenu par les grands investissements publics mis en œuvre depuis 2011. Les domaines concernés sont notamment ceux des transports, routes, autoroutes, ports, aéroports, de l'énergie, centrales thermiques, barrages, et aussi le secteur donc des TIC, des TIC. S'agissant des infrastructures économiques, les réalisations concernent notamment des travaux de réhabilitation de voiries, de reprofilage lourd, de traitement de points critiques, d'achèvement de tronçons routiers comme l'autoroute Saint-Grobo-Yamsoukro, de construction d'ouvrages et de ponts dont le dernier né, le pont Henri Konabédié, a, vous le savez, été inauguré le 16 décembre dernier. Le pont de Boisflé a été inauguré le 16 janvier 2015. Certaines infrastructures comme le pont de Jacquesville sont en cours d'achèvement, tandis que ceux de Bassawa et de Béoumi sont dans leur phase active de réalisation et de finalisation. Ces travaux, d'un coût total de 722 milliards de francs CFA environ, ont permis la mise à niveau de 30 000 km de routes sur toute l'étendue du territoire national. Divers autres chantiers sont en cours sur l'ensemble du territoire national. L'ambition du président de la République est de faire en sorte que les projets d'infrastructure couvrent rapidement tout le territoire national. Je dis bien tout le territoire national. Mais également qu'elles permettent de renforcer l'intégration régionale à travers notamment l'autoroute Abidjan-Lagos et l'autoroute Abidjan-Ouagadougou-Niamey. Dans le domaine aéroportuaire, la modernisation et l'extension des aérogares des principaux pôles régionaux est une réalité et les efforts de mise en conformité aux normes internationales de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan se poursuivent. Les liaisons intérieures ont été lancées en novembre 2014 avec l'acquisition de 2 nouveaux aéronefs par la compagnie Air Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les activités portuaires et maritimes, le gouvernement vient de signer avec le gouvernement chinois un important emprunt d'un montant de 793,4 millions de dollars US, soit environ 426 milliards de francs CFA, qui vise à financer les travaux de modernisation du port autonome d'Abidjan en vue de lui permettre de reconquérir sa place de principal port de transit dans la sous-région. S'agissant du domaine de l'énergie, de nombreux projets ont été entrepris pour accroître la production et améliorer la distribution de l'électricité et du gaz. La mise en œuvre du programme national d'électrification a permis de couvrir à ce jour 803 localités. Il est couplé avec le programme d'électricité pour tous, dont l'objectif est de faciliter le branchement de la majorité de nos ménages à une source d'électricité. Notre capacité de production d'électricité est passée de 1391 MW en 2011 à 1632 MW aujourd'hui,
Elle devrait, vous le savez, atteindre 2000 MW en 2015 et 4000 MW à l'horizon 2020. Dans ce sens, d'importants investissements ont été réalisés ou sont en cours, notamment dans le domaine hydroélectrique, avec la réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré de 275 MW d'un coût de 330 milliards de francs CFA. Son achèvement pourrait d'ailleurs intervenir plus tôt que prévu en 2017. Le revenu global des investissements en cours et ceux prévus à court terme dans ce secteur est évalué à 3 591 milliards de francs CFA, environ 7 milliards de dollars. S'agissant des TIC, 2000 km de fibre optique devraient être mis en exploitation en 2015. Parallèlement, il sera lancé en 2015 5000 km, soit au total 7000 km qui permettront d'assurer la couverture totale du territoire national. Cette action sera couplée avec la connexion de 1000 localités avec la technologie CDMA. Avec ces investissements, ce secteur, qui compte 20 millions d'abonnés au cellulaire et représente 7% du PIB, est appelé à offrir de nombreux emplois tout en accompagnant la modernisation de notre économie et de notre société. Cinquièmement, l'émergence passe par la diversification, la modernisation de la production nationale et la transformation des produits de base. Le gouvernement a entrepris de créer et de développer des chaînes de valeur intégrées allant de la production à la transformation et à la commercialisation dans les secteurs clés de l'économie ivoirienne. Ainsi, l'agriculture, qui assure à elle seule plus de 30% du PIB, 70% des recettes d'exportation et occupe plus de 60% de la production active, est en voie rapide de modernisation. L'un des objectifs du gouvernement est de porter le taux de transformation, actuellement de 30%, à au moins 50% d'ici 2020 pour l'ensemble de nos productions agricoles. Le gouvernement a adopté également un programme ambitieux de développement de la transformation de l'ANACAD, dont l'objectif général est d'accroître le taux de transformation des noix brutes pour passer de 5,2% en 2013 à 35% d'ici 2016 et à 100% à l'horizon 2020. Par ailleurs, le PNIA, le Programme national d'investissement agricole 2012-2016, d'un coût de 2040 milliards de francs CFA, a permis de mobiliser 50% des investissements attendus, soit plus de 1000 milliards de francs CFA. Le maintien de cette dynamique devrait permettre la réalisation complète de ce programme qui a permis de créer 732 562 nouveaux emplois à fin 2014 et permettra de créer donc à terme 2 400 000 emplois. D'ores et déjà, de nombreux résultats tangibles sont à relever, entre autres l'augmentation de la production locale de riz blanchi, qui est passée donc de 550 000 tonnes en 2011 à 983 906 tonnes en 2012 et à 1 218 517 tonnes en 2013. Vous le savez, l'objectif est non seulement de couvrir nos besoins nationaux, besoins estimés donc à 1 500 000 tonnes, mais également d'être exportateur net de riz avec une production de 3 millions de tonnes en 2016. Il faut aussi noter l'amélioration du revenu du monde paysan pour les cultures de rente et les cultures vivrières. C'est important de le souligner. Ce revenu donc global est passé de 3 368 milliards de francs CFA en 2012 à 3 570 milliards de francs CFA en 2013, soit une augmentation sur ces 2 années de 6%. La diversification de la production nationale repose également sur l'exploitation des potentialités du sous-sol qui demeurent intactes. Il s'agit de l'intensification de la production de blocs pétroliers, notamment l'Ultra Deep Offshore du bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. La campagne de promotion lancée en octobre 2014 à Houston, États-Unis, Amérique, a suscité l'intérêt de plusieurs grands groupes. Ainsi, vous l'avez vu, le géant pétrolier américain ExxonMobil a conclu le 16 décembre 2014 avec le gouvernement 2 contrats de partage de production portant sur les blocs pétroliers CI 602 et CI 603. Par ailleurs, le mercredi 17 décembre 2014, le Conseil des ministres a adopté le décret portant autorisation d'exploitation du gisement Gazelle
du gisement gazier et pétrolier Gazelle du bloc CI 202. S'agissant spécifiquement du gaz, la mise en production de 5 puits sur les champs Marlin et Manta permettra de sécuriser la production et la livraison du gaz naturel aux centrales thermiques jusqu'en 2024. Dans le domaine minier, notre pays regorge également d'importantes réserves d'or, de diamants, de manganèse, de bauxite, de fer, de nickel, de palladium, de scandium, et j'arrête là. En matière d'or, la production est passée de 7 tonnes d'or en 2009 à 18 tonnes en 2014. Le secteur génère 6 640 emplois directs et environ 18 000 emplois indirects, avec un chiffre d'affaires de 301 milliards de francs CFA et des investissements de 162 milliards de francs CFA en 2013. L'année 2015 devrait voir le début d'exploitation des mines d'or de Doubafla, de Bonikro et d'Afema. Suivra en 2016 le lancement de la mine de Yaouré, dont le potentiel le plus élevé en Côte d'Ivoire est évalué à 192 tonnes, comparé à Tongon qui est autour de 90 000 tonnes. En outre, un important investissement de plus de 53 milliards de francs CFA est prévu pour le développement de la mine d'or d'Iti. Sixièmement, l'émergence passe par le développement d'infrastructures sociales accessibles à tous. Ainsi, s'agissant de l'accès à l'eau potable, le gouvernement s'est fixé pour objectif prioritaire de mettre fin à la pénurie d'eau à Abidjan à fin février 2015. Divers travaux d'un coût de 244,8 milliards de francs CFA ont été initiés pour accroître la production en eau dans la zone d'Abidjan. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a procédé le 12 décembre 2014 à l'inauguration de la station de traitement d'eau potable de Yopougon-Niangon, d'une capacité de plus de 40 000 m3. Dans ce même élan, il sera procédé le 9 février 2015 à l'inauguration de la station de Bonois, d'une capacité de 80 000 m3, dont le financement a été signé avec le gouvernement chinois pour un montant de 97,4 millions de dollars, soit 52 milliards de francs CFA. Et c'est le président de la République en personne qui participera à l'ouverture de les vannes à Bonois, le 9 février prochain. Dans le secteur de la santé et la protection sociale, le gouvernement a élaboré la stratégie de protection sociale, prenant en compte la couverture maladie universelle, la CMU. Il a par ailleurs procédé à la création de la nouvelle pharmacie de la santé publique, à la décentralisation des services d'aide médicale d'urgence, le SAMU, et avec l'ouverture des 3 centres de dialyse de Cocody, de Yamoussoukro et de Bouaké, et la mise en service de diverses infrastructures pour un certain nombre de maladies spécifiques. De même, le gouvernement a entrepris d'importants travaux de mise à niveau des plateaux techniques des CHU et CHR, ainsi que des travaux de construction et d'équipement des centres de santé primaire, dispensaires et maternités. On note également la mise en service effective, le mercredi 14 janvier 2015, par le président de la République lui-même, de l'hôpital Joseph Moscati de Yamoussoukro, d'un coût de 15 milliards de francs CFA, plus 3 milliards de francs CFA d'équipement, soit un total donc de 18 milliards de francs CFA. Enfin, nous acheminons vers la finalisation de la construction du centre de radiothérapie et d'oncologie médicale, ainsi que du centre de médecine nucléaire. L'objectif à terme du gouvernement est de faire de la Côte d'Ivoire un pôle d'excellence en matière de spécialité médicale. S'agissant de l'éducation, le gouvernement a entrepris la construction, la réhabilitation et l'équipement de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, au nombre desquelles nous pouvons citer notamment la réhabilitation des universités d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo. En outre, le gouvernement travaille activement sur les projets de création de 3 nouvelles universités à Mans, à Bondoukou et à San Pedro. L'ouverture de l'université de Mans est prévue pour octobre 2015. Celles de San Pedro et de Bondoukou suivront en 2016-2017. Il faut également noter la construction de 9 291 salles de classe au niveau de l'enseignement primaire, de l'habitation de 3 CAFOB et de 3 500 salles de classe au niveau du secondaire, ainsi que la construction de 45 collèges. Au niveau de l'enseignement technique, le gouvernement a entrepris la réhabilitation du lycée technique de Bouaké grâce à l'appui de la
BID, la Banque islamique de développement, avec laquelle les décisions sont en cours pour la construction de 6 nouveaux lycées techniques. S'agissant de l'enseignement professionnel, il a été procédé à la réhabilitation et à l'extension des lycées professionnels de Mans et de Daoukro, à la construction du lycée professionnel agroalimentaire et de maintenance industrielle du Yopougon. Un accord de prêt conclu entre la BID et le gouvernement en septembre 2013 et ratifié le 12 mars 2014 d'un montant de 4 milliards de francs CFA va permettre la reconstruction du lycée professionnel d'Odiéné. On peut également mentionner l'accord de prêt conclu avec ces institutions financières d'un montant de 7,2 milliards de francs CFA destiné à la construction d'un lycée professionnel de formation au métier de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. De même, le gouvernement a décidé la construction de lycées professionnels à Yamsoukro, Boisflé, Saint-Fra et Boaké, dont la pose symbolique des pierres a eu lieu récemment en marge du Conseil des ministres tenu à Yamsoukro le 14 janvier 2015. Concernant les logements, le gouvernement a entrepris un vaste programme de 100 000 logements sociaux et économiques qui va être d'ailleurs porté à 150 000 logements en raison de l'engouement suscité. Toutes ces actions sont un aspect du vaste programme mis en œuvre en vue d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Au cœur donc de ce programme figure la lutte contre la vie chère. Je sais que ça intéresse beaucoup de nos concitoyens, on en parlera certainement tout à l'heure. Concernant donc ce point, le gouvernement a pris un train de mesures qui, outre la revalorisation salariale dans la fonction publique, comprend notamment l'augmentation du SMIC, dont le taux, vous savez, est passé de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Le renforcement de la surveillance et des contrôles des prix sur le terrain des produits de grande consommation, y compris le gaz butane. Ces contrôles se passent par le lieu de relevés réguliers de prix et de saisie régulière de sanctions à l'encontre donc des contrevenants. Mais aussi la création du Conseil national de la lutte contre la vie chère, compétent pour l'ensemble des produits de grande consommation, la redynamisation de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, le CPV, pour lui permettre d'exercer pleinement ses missions, et bien sûr l'application de la TVA à taux réduit, compris entre 5 et 10% aux produits de grande consommation soumis à la TVA. L'objectif poursuivi par le gouvernement est de permettre à nos concitoyens de ressentir plus fortement les fruits de la croissance après la longue période de crise que nous avons connue. Et cela, je dois le dire, est possible et à notre portée. L'émergence passe aussi par l'éducation, la formation et l'emploi. À ce niveau, déjà, les efforts faits montrent leur efficacité par l'amélioration des taux de réussite aux examens à grand tirage. Vous le savez, au CP, les taux maintenant atteignent 79,13% contre des taux qui étaient de 55,91% en 2011-2012. Au BPC, les taux atteignent 57,43% contre 17,14% antérieurement. Au bac, on est arrivé à 36,23% contre 25,22%. Certes, il y a encore du chemin à parcourir, mais on sent qu'il y a une ligne d'amélioration très claire dans ce domaine. L'objectif du gouvernement est d'atteindre l'éducation universelle de base pour tous ces enfants, à travers un ambitieux programme dont le lancement est prévu en septembre-octobre 2015. C'est dans cette perspective que, de 2001 à ce jour, l'État a recruté 23 000 instituteurs, dont 5 000 au titre de l'année 2014 et environ 7 000 professeurs. Ces recrutements ont été accompagnés de la mise en œuvre d'activités de formation continue et d'encadrement rapproché des personnels. De même, au titre du budget 2014, l'État a pris en compte l'amélioration des conditions de travail du personnel éducatif à travers le reclassement, les indemnités de logement, la bonification indiciaire, pour un coût total de 120,6 milliards de francs CFA. Toutes ces actions devraient permettre d'améliorer la qualité de la formation. S'agissant de l'emploi, le gouvernement a adopté le 26 novembre 2013 une stratégie nationale mettant un accent particulier sur l'emploi jeune. À ce titre, 114 projets de développement et d'insertion ont été répertoriés et devraient permettre d'atteindre une cible de 1 770 000 emplois à l'horizon 2015-2016. Parallèlement, le gouvernement conduit d'importantes réformes portant sur la rénovation de l'offre de formation diplômante et qualifiante
afin d'assurer l'employabilité et l'insertion donc des jeunes. Ces mesures ont déjà permis d'observer de 2012 à fin novembre 2014 la création de plus d'1 million d'emplois, créés essentiellement donc dans l'agriculture et le secteur informel. Dans le secteur formel, parce qu'on peut donner les chiffres du secteur formel, ce sont plus de 237 000 nouveaux emplois créés par le secteur privé et environ 41 000 dans le secteur public, soit au total 278 000 emplois dans le secteur dit moderne. Le dispositif existant sera renforcé au plan opérationnel et financé par la création de l'Agence nationale de promotion de l'emploi jeune, d'une part, et le Fonds d'appui à l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes, d'autre part, qui a fait l'objet d'ailleurs du Conseil présidentiel sur l'emploi, présidé par le président de la République lui-même avant son départ. L'émergence passe aussi par l'assainissement du cadre de vie des concitoyens. De nouvelles orientations du gouvernement fixent le cadre global de gestion de l'environnement pour que toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire puissent bénéficier des prestations minimales et indispensables à l'instauration d'un cadre de vie sain et agréable. Les efforts entrepris dans ce sens concernent, entre autres, l'interdiction des sachets plastiques, les Ivoiriens savent maintenant de quoi il s'agit, la dépollution de la baie de Cocody et d'autres baies lagunaires, la gestion des ordures ménagères et bien sûr le dossier des déchets toxiques. S'agissant en particulier donc de l'interdiction des sachets plastiques, l'objectif visé est d'endiguer les effets néfastes de ces sachets en termes de dégradation de la qualité de l'environnement, de la santé et de la qualité de vie des populations. Parallèlement à l'application de la mesure d'interdiction, une filière de collecte et de valorisation a été mise en place dans le cadre d'un partenariat entre l'État, le secteur privé et les communes de Côte d'Ivoire. Les potentialités au plan économique et social sont certaines avec des prévisions d'investissement de 17 milliards de francs CFA et la création de plusieurs milliers d'emplois. Concernant la dépollution de la baie de Cocody, les travaux ont démarré et seront intégrés dans une approche maintenant plus globale, en vue de développer des activités économiques, notamment l'hôtellerie, le tourisme, le sport nautique, avec un investissement total de 122 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la gestion des ordures ménagères, suite à un appel d'offres international, le consortium américain Wise Solutions a été retenu pour la mise en œuvre d'un nouveau système d'enlèvement et de valorisation des déchets solides ménagers et assimilés dans le district autonome d'Abidjan, prenant en compte la sensibilisation des populations aux gestes écologiques. S'agissant du dossier des déchets toxiques, le gouvernement a commandé un rapport d'audit confié à PNUE, le Programme national des Nations Unies pour l'environnement, le 4 septembre 2013. En outre, la dépollution complémentaire des sites contaminés par le déversement des déchets toxiques se poursuit à un bon rythme et sera achevée, nous le pensons, en 2015. Neuvièmement, l'émergence passe enfin par la valorisation de la culture, du sport et des loisirs sains. L'action du gouvernement dans le domaine de la culture se traduit notamment par le grand retour en Côte d'Ivoire du marché des arts du spectacle africain, le Massa, qui s'est tenu du 1er au 8 mars 2014 à Abidjan, après 7 années d'absence. Il a été par ailleurs procédé le 29 octobre 2014 au lancement officiel des travaux de la ville historique de Grand Bassam, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, le gouvernement a entamé la réglementation du secteur des arts et de la culture, notamment par l'adoption le 6 juin 2014 du projet de loi portant politique culturelle nationale. En matière de sport, une nouvelle loi a été votée en vue d'améliorer le cadre juridique du mouvement sportif en Côte d'Ivoire. Cette loi vise un meilleur développement de la pratique du sport de masse ou d'élite. Je voudrais également rappeler que la Côte d'Ivoire abritera les Jeux de la francophonie de 2017 et l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, de 2021. L'organisation de ces activités dans notre pays nécessite la réalisation d'importantes infrastructures sociales, culturelles et sportives. Le gouvernement s'y attelle déjà à travers la construction future, bientôt d'ailleurs, de la cité olympique des Bimpé et la réhabilitation des infrastructures existantes. Tous ces projets
devrait permettre d'entretenir la flamme sportive de notre pays qui ne cesse d'être alimentée par les exploits remarquables de nos athlètes lors des compétitions internationales. J'en veux pour preuve, entre autres, les 3 médailles d'or et les 7 médailles d'argent obtenues lors des 19e championnats d'Afrique senior d'athlétisme d'août 2014, la médaille de bronze de l'équipe féminine de football et les nombreux prix obtenus dans le domaine du tennis, du taekwondo, du sport automobile, etc. Enfin, au titre des loisirs, nous mentionnerons une activité souvent oubliée par nos compatriotes, qui est celui du tourisme intérieur. Certes, le gouvernement travaille pour attirer les touristes étrangers, mais le tourisme intérieur doit de plus en plus être intégré dans les habitudes de loisirs de nos concitoyens. Dans ce sens, il a été procédé à la réhabilitation aux normes internationales de différents réceptifs hôteliers, que ce soit donc la tour de l'hôtel Ivoire d'Abidjan, le Palm Club, l'hôtel départemental de Yamoussoukro, mais aussi la construction de divers hôtels de grand et moyen standing. Les investissements globaux du secteur privé sur la période 2012-2014 sont estimés à 140 milliards de francs CFA, notamment dans la construction de réceptifs hôteliers de standing de 1 à 3 étoiles pour une création de 3 000 emplois directs et de 9 000 emplois indirects. Actuellement, la Côte d'Ivoire compte 1 170 réceptifs hôteliers pour une capacité de 14 315 chambres. Le nombre de touristes internationaux est passé de 269 810 en 2011 à 380 000 en 2013 et 470 809 en 2014, soit un taux d'accroissement de 43% sur la période 2011-2014. Le nombre de touristes internes est estimé quant à lui à 282 487 en 2014. Le dynamisme renouvelé de ce secteur s'est traduit au niveau économique par la hausse significative de sa contribution à la formation du produit intérieur brut. Cette contribution est passée de 0,6% en 2011 à 2% en 2013 et projetée à 4,3% en 2014. Bien, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, notre pays a entrepris plusieurs actions qui constituent le socle de la croissance retrouvée et qui tracent également les sillons de l'émergence. L'espoir est permis donc de voir se réaliser la grande ambition du président de la République qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Au fur et à mesure de notre avancée, les opportunités économiques s'accroîtront et accroîtront d'autant les opportunités pour un plus grand nombre d'Ivoiriens d'accéder à un bien-être social. C'est sur ces mots que je voudrais conclure mon propos introductif dans l'attente de vos questions, mais en terminant, je voudrais encore une fois dire bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le Premier ministre pour cet exposé introductif qui lance le débat, les échanges avec les journalistes. Afin de permettre au plus grand nombre de prendre la parole, j'invite les journalistes à poser des questions brèves et succinctes, de préférence écrites, pour éviter bien évidemment les redites. Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 petits points à vous soumettre. Vous avez parlé des efforts du gouvernement en matière de logement. On doit reconnaître que ce sont de gros efforts, mais en même temps, on a l'impression que l'anarchie se poursuit au niveau des loyers des logements. Le gouvernement avait annoncé une réforme à ce niveau, mais on ne voit rien venir. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour empêcher que des propriétaires de maisons fixent les loyers de façon anarchique? Deuxième préoccupation, vous parlez de l'interdiction des sachets plastiques. C'est une mesure salutaire, on va dire, parce qu'elle tient compte du développement durable. Mais il se trouve qu'on a l'impression que cette mesure a été détournée. Parce que dans les supermarchés, vous verrez que désormais, on paye les sachets, et même très cher, entre 150 francs et 500 francs CFA, voire 750. Mais ces sachets ou sacs sont plus épais, apparemment, que ceux qu'on nous donnait gratuitement. Et on se demande si ces sachets-là sont biodégradables. Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour vérifier que les sachets ou les sacs qui ont remplacé ceux que vous avez interdits sont conformes à la loi?
troisième et dernière préoccupation, vous avez pris des mesures, je parle du gouvernement bien sûr, concernant les accidents de la route. Il y en a trop en Côte d'Ivoire. Et si vous prenez les statistiques, il se trouve que l'interdiction du téléphone au volant, ça a été pris, mais cela n'a pas réduit les accidents. Comment jugez-vous les dernières mesures que vous avez prises et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, Monsieur le Premier ministre? La CEMU, qui est l'un des programmes majeurs du quinquennat, le gouvernement a mis des cotisations à 1 000 francs pour tous les citoyens. Et l'objectif, c'est d'accéder aux diverses prestations de soins pour le même montant et pour tout le monde. Je veux savoir, vous parlez de justice et d'équité sociale. Comment un vigile qui a une femme, trois enfants ou 4, qui va payer 7 000, avec un DG ou encore un haut fonctionnaire qui a une femme et 2 enfants, va payer 4 000 pour la même prestation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu penser à un autre modèle en fonction des revenus? On a appris courant 2014 l'attribution de la gestion des ordures ménagères de la ville d'Abidjan au consortium américain Wild Solutions. Et dans la même foulée, on voit sur nos factures d'électricité une nouvelle taxe appelée taxe d'enlèvement des ordures ménagères. J'ai échangé avec certains Ivoiriens. Pour eux, c'est un peu comme du coq à l'âne, parce qu'ils ne voient pas le lien explicite qu'il y a entre les ordures ménagères et l'électricité, pour qu'on puisse mettre une taxe sur leurs factures d'électricité. Après la cybercriminalité, le phénomène des microbes, c'est maintenant la perte des enfants, l'enlèvement des enfants. La deuxième préoccupation, c'est au niveau du paiement de la dette intérieure. J'ai l'impression qu'il y a un jeu de ping-pong entre des fournisseurs d'État et des membres du gouvernement. Récemment, on a parlé de 4 milliards que l'État reste devoir à des fournisseurs. Ce matin, j'ai appris qu'on payait depuis un certain temps 90 jours et après, les choses sont arrêtées. Il n'y a que la Pairie générale d'Abidjan qui paye. Qu'est-ce qui se passe? À quand vraiment un approvisionnement massif de l'intérieur du pays? J'aimerais sur la préoccupation de mes confrères concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, nous sommes doublement imposés. En plus de la taxe qui figure sur la facture d'électricité, nous payons la précollecte à domicile avec les précollecteurs. On se demande à quoi servent donc les frais de précollecte. Deuxième préoccupation, c'est par rapport au foncier rural. Depuis 1998, date du vote de la loi, 817 certificats fonciers, dont 109 aux femmes, ont été attribués. À ce rythme, pensez-vous pouvoir atteindre l'objectif visé qui consiste à moderniser le foncier rural, donc l'agriculture, et créer davantage d'emplois? La première question donc, concerne donc, le problème du logement. Le dossier donc, du logement et la préoccupation qui est exprimée, c'est y a-t-il une réforme en cours en matière de gestion donc, du logement? Et disons que plutôt, y a-t-il une loi pour réglementer les rapports entre les propriétaires et les bailleurs de logement et les locataires de logement? Bien. Bien sûr, vous en avez entendu parler. Dès que, bien sûr, le gouvernement travaille sur un texte, je sais que les fuites vont très très vite, mais le gouvernement travaille à son rythme et en fonction des contraintes. Ce dossier, effectivement, est l'examen du gouvernement. Mais un texte doit être équilibré, il faut du temps pour qu'on ne prenne pas seulement parti vis-à-vis des locataires contre, disons que, les bailleurs de logement et les propriétaires de logement. Il faut faire un équilibre entre, disons que, la construction de logements par le privé, mais aussi ceux qui louent le logement. Effectivement, dans la loi, le projet de loi qui va être examiné par le gouvernement, il y a, disons que, une réglementation des cautions qui va être introduite, de manière à ce qu'on ne demande pas 2 ans, 3 ans de caution en matière donc de logement. Il va y avoir aussi des conditions qui vont porter
sur le problème même du prix même des loyers, etc. etc. De même qu'aussi au niveau, donc, disons que des propriétaires, il faut aussi encourager la construction de logements. Donc c'est vraiment un équilibre, ce dossier est en cours et je crois que si vous êtes un peu patient, dans le cadre de ce premier trimestre de l'année 2015, vous verrez donc le texte de loi donc sortir. En ce qui concerne le dossier des sachets plastiques, c'est un dossier vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Et toute réforme, dès que vous commencez à faire une réforme, vous avez automatiquement des levées de boucliers. Parce qu'on est bien heureux d'être dans ces petits souliers anciens, c'est plus confortable. Dès qu'on met une nouvelle chaussure, ça fait mal aux pieds, donc on ne veut pas de réforme. Et nos frères et nos sœurs ont l'habitude souvent de grincher dès qu'il y a des réformes. Mais la réforme permet d'aller de l'avant. Mais pourquoi cette réforme? C'est quoi je m'étais étalé dessus. Vous-même, vous avez vu le nombre de sachets plastiques qui traînent dans la rue, partout. Vous avez vu les inondations, une partie est due au fait que les sachets plastiques ont bouché les caniveaux. L'eau ne peut pas s'écouler, ça déborde, ça rentre dans les cours et ça pose des problèmes. Et par ailleurs, il y a des sachets plastiques qui portent atteinte à la santé des personnes. Parce qu'on met l'aliment dedans. Alors que le sachet plastique, tel qu'il était fabriqué au départ, n'était pas fait pour transporter l'aliment. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a travaillé sur ce dossier et a pris des mesures. Mais tout changement amène des réactions. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda a obtenu d'excellents résultats. Mais ça a mis du temps aussi avant de prendre, disons, essence, base au niveau du Rwanda. Nous allons le faire. La réforme ne sera pas retirée. Il faut que ce soit très clair. On l'adapte éventuellement aux difficultés donc, du terrain. Mais j'ai beaucoup discuté avec le secteur privé à ce niveau. Et je demandais d'ailleurs qu'il y ait une nouvelle rencontre. Parce que de ce qui m'a été indiqué, je crois d'ailleurs M. Kouri est actuellement là, au niveau de la Chambre libanaise, il nous a indiqué d'ailleurs qu'ils sont d'accord avec les textes, mais l'application de la réforme sur le terrain a entraîné quelques problèmes. Mais nous sommes là pour voir ensemble les problèmes. Il s'agit d'un partenariat entre l'État et le secteur privé. L'augmentation, parce que l'un nous dit, mais écoutez, on dit c'est interdit, mais on a vu une augmentation de la production. Ce qui est interdit, c'est la distribution donc locale de certains types de sachets plastiques. Mais il est autorisé d'exporter dans des pays qui n'ont pas une telle réglementation, ou bien d'exporter des sachets qui obéissent à un certain nombre donc, disons que, de critères. Donc il ne faut pas que les gens s'étonnent qu'il y ait une augmentation. C'est justement pour dire qu'il n'y a pas, disons que, envie de tuer l'industrie du plastique en Côte d'Ivoire, mais de la faire changer, de la faire muter vers des technologies modernes, allant vers, disons que vers le biodégradable, mais tout en maintenant un certain nombre de secteurs clés, par exemple comme le secteur agricole, qui font l'objet donc d'exceptions, etc. Vous connaissez donc les éléments, je ne vais pas m'étaler dessus. Donc il y a un travail qui est fait en liaison avec le secteur privé, de manière à ce que cette réforme devienne une réalité. Vous allez voir que d'ici un an, personne, tout le monde trouvera, mais pourquoi on n'a pas fait la réforme du sachet plastique il y a peut-être 5 ou 10 ans? Les mesures d'accident, concernant les accidents de la route. Écoutez, je suis, comme vous, ulcéré quand je vois des accidents aussi graves sur nos routes. Quand on a examiné donc les rapports qui ont été faits par le ministère du Transport notamment et l'OSER, 90% des accidents sont dus d'abord à l'imprudence des conducteurs, des Ivoiriens eux-mêmes. C'est ça qu'il faut d'abord souligner. Les gens conduisent trop vite. Ne font pas attention dans les conduites. Et cela entraîne bien sûr des problèmes très importants. Ça endeuille les familles. Et nous avons demandé au niveau du gouvernement qu'on soit beaucoup plus sévère dans ce domaine, au niveau de la répression. Et les contrôles, vous avez vu, sur l'autoroute ou ailleurs, se sont donc renforcés, parce que c'est essentiel qu'on préserve la vie des Ivoiriens. Autre élément important, c'est que le parc est vétuste et que les gens ne s'occupent pas suffisamment de leur matériel avant de bouger. Ce qui entraîne bien sûr des pneus éclatés qui entraînent des problèmes, ou bien des freins qui ne tiennent plus dès qu'il y a un petit peu de pluie. Donc là aussi, il faut qu'au niveau des structures, SICTA et autres, il y ait un renforcement donc, des contrôles. Les accidents doivent diminuer et il faut faire en sorte que ça puisse se faire. Alors, en ce qui concerne le téléphone,
l'utilisation du téléphone donc, au niveau de la conduite. Les mesures ont été prises. Est-ce que vous savez qu'un autre État développé vient de suivre la Côte d'Ivoire en essayant d'empêcher justement l'utilisation du téléphone au niveau de la conduite, même main libre, parce qu'on a vu que ça détourne l'attention du conducteur et ça entraîne des accidents. Vous savez, il y a des mesures qui sont peut-être difficiles à prendre, mais à long terme portent succès. Donc nous allons continuer, nous allons travailler à ce que donc, disons que les accidents de la route diminuent au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. La CMU, y a-t-il une injustice entre le DG et donc l'employé? Il s'agit d'une couverture maladie universelle. C'est pour permettre principalement à ceux qui n'ont pas accès, disons aux soins de santé, d'avoir la possibilité de se soigner. C'est fondamentalement ça qui est recherché. Votre DG, souvent, il va se soigner ailleurs et dans d'autres conditions. Mais il faut permettre, parce que si vous regardez donc la couverture actuelle, c'est au maximum entre 5 et 10% des Ivoiriens qui sont couverts par, disons que dans le domaine de la maladie. Les 90% ne sont pas couverts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? L'objectif, c'est d'offrir cette possibilité avec une cotisation donc, de 1 000 francs, c'est par mois, pour permettre, disons que à la majorité, les 90% de se soigner. Voilà un peu l'objectif donc, qui est visé par ce dossier. Et je pense que ça va marcher. On a, comme ça a été indiqué, mis en place la CNAM, mis en place les dirigeants, et nous avons donc visité et inauguré le bâtiment de la CNAM le 16 janvier dernier, et c'est un système qui va fonctionner pour permettre une meilleure couverture donc, de la santé de nos concitoyens. Je dois dire d'ailleurs qu'une étude faite par la Banque mondiale dans le cadre du séminaire a montré que lorsqu'un pays a un système de santé qui fonctionne et une couverture maladie qui fonctionne, c'est entre 1 à 3% de PIB qu'on peut obtenir. C'est quand même important. Parce qu'effectivement, si vous voulez que des gens puissent travailler de manière normale, il faut qu'ils soient éduqués, mais aussi qu'ils se portent bien. Et la couverture maladie universelle a ce but. Donc ne vous étonnez pas de voir que les deux chiffres puissent être atteints en 2015 et en 2016. Ce sera une des raisons. Alors, Wise Solution, vous savez en fait que en son temps, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avions, disons que, des unités modernes de ramassage des ordures ménagères, et ensuite, nous avons eu des difficultés, notamment avec la période de crise. Donc, le président de la République a demandé qu'on retourne à un système moderne de ramassage des ordures ménagères, notamment avec, disons que, une structure qui ait les moyens, mais cette structure doit travailler en relation avec, disons que, les entreprises locales. Donc, Wise Solution ne va pas travailler toute seule, elle va travailler notamment avec la plupart donc, des entreprises qui travaillent actuellement donc, sur le terrain ici à Abidjan. Donc, je voulais vous indiquer que c'est une solution qui sera donc pratique, qui va faire non pas seulement le ramassage, mais aussi la transformation, de manière à ce que tout n'aille pas simplement dans des dépotoirs, mais qu'on puisse transformer ça en engrais, transformer ça en énergie, et qu'on ait un recyclage qui soit donc de haut niveau. Les taxes, je pense que le ministre en charge de l'environnement en a parlé en temps opportun. Les taxes qui sont prélevées doivent permettre donc d'alimenter le fonds de la salubrité de la ville d'Abidjan. Après le dossier des microbes, le dossier des enlèvements des enfants. Il est évident que là, il s'agit d'un dossier inacceptable. De voir des enfants être enlevés et être tués ou torturés. Et puis vous avez pu le voir que, conformément aux instructions du président de la République, une réunion s'est tenue au niveau donc, du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, avec le ministère auprès du président de la République à charger de la Défense, de manière à ce que ce dossier puisse être traité rapidement. En attendant que ce dossier passe au Conseil, des mesures ont déjà été prises, de manière à ce qu'une brigade particulière d'environ 1500 personnes, policiers et gendarmes, soit active sur le terrain pour arrêter cet élément-là. Il est intolérable et inacceptable quand il est dans un État comme la Côte d'Ivoire, ce genre donc, de choses puisse se faire donc, au XXIe siècle. Voilà, donc là c'est très clair, c'est très net. Microbes, disons que enleveurs d'enfants ou tout ça doivent donc cesser. La sécurité doit être préservée de manière à permettre la marche en avant vers l'émergence. La dette intérieure.
La dette intérieure, je crois que Mme le ministre en charge de l'économie et des finances en a parlé à plusieurs reprises. Et pour en reparler à nouveau, ce que je voulais dire sur la dette, parce que les gens confondent souvent, concernant le dossier de la dette, ce qu'on appelle les arriérés de la dette et les passifs de la dette. Les arriérés de la dette, il s'agit donc d'arriérés, disons que de la dette reconnue par l'État et non payée, donc couverts budgétairement. Les passifs, ce sont donc des engagements faits par l'administration, mais sans couverture budgétaire. J'ai eu à en parler la dernière fois. Les arriérés doivent être payés. Ils ont été en grande partie payés. Les chiffres peuvent être communiqués à nouveau pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est. Les passifs font l'objet d'un travail particulier. Parce que ceux-là, normalement, les fonctionnaires ne devraient pas le faire. Et je pense que dans la communication qui sera faite, nous trouverons les solutions pour les passifs antérieurs. Mais les fonctionnaires qui sont fautifs, s'ils sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. Parce qu'il est inacceptable que des fonctionnaires, sachant très bien qu'il n'y a pas de budget, engagent les dépenses. Il y a des urgences, il y a une autorisation spéciale qui est demandée au titre du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget, qui peut faire une avance sur ce dossier. Mais on ne peut pas, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de budget, tromper la clientèle et engager ses dépenses. C'est une faute énorme qui doit être sanctionnée. Les textes, d'ailleurs, en matière budgétaire le prévoient. Donc, les arriérés réels sont à payer. Les 90 jours, c'est la nouvelle norme, effectivement. C'est-à-dire que les engagements normaux qui sont faits dans les budgets actuels doivent être payés dans un délai donc de 90 jours. Alors, s'il y a des tensions de trésorerie, l'État doit approcher éventuellement donc ses partenaires pour indiquer ce qu'il en est. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de l'eurobond, c'est pour permettre donc de boucler la trésorerie donc de l'État, de manière à ce qu'on évite ce genre donc de situation. Et nous allons vers, disons que de plus en plus, faire en sorte que la trésorerie de l'État soit beaucoup plus fournie et moins tendue qu'elle a été par le passé, du fait notamment des arriérés antérieurs, parce que les 300 et quelques milliards d'arriérés dont on a parlé couvraient la période 2000 à 2010. C'est un héritage lourd qu'il faut supporter, mais c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait, le foncier rural. Vous avez raison, le foncier rural actuel, le rythme, disons que, de délivrance des titres de foncier rural n'est pas encore atteint son rythme de croisière, parce qu'en fait, il y a un travail préliminaire. La loi a effectivement été votée en 1998, concernant donc le foncier. Elle a été votée à l'unanimité, mais la mise en œuvre prend du temps. Parce qu'il faut mettre en place les comités villageois, en charge donc de faire la délimitation donc des terrains. Il faut travailler de manière à ce que les textes s'adaptent à la réalité du terrain, c'est ce qui est en cours d'être fait, et obtenir les financements. L'Union européenne et la Banque mondiale ont fourni des fonds importants, de manière à accélérer donc ce dossier. Et nous sommes en train de travailler avec eux pour faire une décentralisation de la délivrance de ce dossier au niveau donc des régions et des départements. Donc c'est un dossier qui va connaître une accélération importante de manière à ce que ce dossier de foncier rural puisse être réglé. La BCEAO a pris des dispositions pour supprimer les frais liés à certaines prestations qui sont au nombre de 21. Et c'est tel que la consultation du solde, les relevés bancaires et tout. Depuis le 1er octobre à ce jour, il se trouve que les établissements bancaires n'appliquent pas ces dispositions. Qu'est-ce qui fait blocage? Pourquoi, jusqu'à présent, cela n'est pas une réalité? Vous avez annoncé à fin février la fin de la pénurie d'eau à Abidjan. C'est vrai que déjà le 9, le président va inaugurer la station d'eau de Bonois. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression que la pénurie se déplace. Certains quartiers comme Yopougon et Abidjan Sud, qui espèrent abandonner leur bidon, on a l'impression que d'autres quartiers où traditionnellement il n'y avait pas de pénurie d'eau, notamment le plateau de Cuy, sont actuellement frappés par la pénurie. Donc est-ce que véritablement à fin février, est-ce que la fin de la pénurie est possible? Concernant l'électricité, Monsieur le Premier ministre,
3 ans après la fin de la crise, on remarque que de plus en plus, il y a des coupures d'électricité dans des quartiers même d'IUP, en Grès et autres. Qu'est-ce qui explique encore cette situation? Monsieur le Premier ministre, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour amener les banquiers à appliquer les 5,5% de taux d'intérêt pour les logements sociaux? Monsieur le Premier ministre, vous avez énuméré beaucoup de voies pour aller à l'émergence. Il y a une voie qui me semble importante, que vous avez oubliée, c'est celle de l'application des mesures que le gouvernement ivoirien prend. Tout à l'heure, un confrère, je crois que c'est Barthélemy, a parlé de la conduite avec le téléphone. Il y a aussi l'interdiction de fumer en public, l'interdiction de voir les voitures au vitres teintées roulées, les voitures administratives les week-ends roulés sur nos routes, et puis la mesure qui a certainement la peau dure, c'est celle concernant l'interdiction de se serrer les mains. Les Ivoiriens ont l'impression que le gouvernement prend des décisions sans veiller à l'application de celles-ci. Le problème donc de l'épargne, disons que il n'y a pas que l'extérieur qui participe donc au financement de l'économie. Vous savez, les financements de l'économie ivoirienne viennent d'abord des recettes de l'État, qui constituent l'essentiel, disons que la contribution dans le financement de l'économie. Donc par les recettes fiscales. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. L'État peut faire des emprunts qui se font sur le marché donc, régional. Mais il y a des emprunts d'ailleurs auprès des banques ivoiriennes, mais aussi des emprunts sur le marché ivoirien. C'est entre 800 et 1000 milliards de francs CFA qui sont donc concernés. Donc, ce n'est pas oublié. Donc, l'épargne intérieure est quelque chose donc de très important, effectivement. Le problème, on a tendance à vouloir consommer beaucoup et épargner peu. Et quand les difficultés donc arrivent, bien sûr, on se tourne vers le voisin, on va toujours voir un peu, disons que la banque pour obtenir de l'argent. Vous savez, il vaut mieux apprendre à vivre avec le peu d'argent que l'on a. Je sais que c'est difficile. Tout à l'heure, on parlait donc des employés et le dossier donc de la CMU. Si vous regardez d'ailleurs les petites personnes par rapport à la classe dite moyenne font des économies, même si on est revenu plus bas. Vous avez certains de nos frères de la sous-région qui travaillent ici en Côte d'Ivoire, ils vivent dans des conditions difficiles. Vous voyez le niveau des transferts qu'ils effectuent dans les pays voisins, au titre de la balance des paiements. Comment font-ils donc ces transferts? Ils économisent sur leur salaire. Et ils vivent dans des conditions plus difficiles que les nationaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on fasse en sorte que, comme la plupart des pays asiatiques, le taux d'épargne national soit en progrès. Il y a un travail particulier que nous allons faire avec les deux ministres en charge de l'économie et des finances et les autres ministères économiques pour proposer davantage d'instruments d'épargne au niveau de la Côte d'Ivoire plus rémunérateurs. Bon, donc, en ce qui concerne la commission, disons que les problèmes de suppression décidés par la BCEAO concernant des frais et ajouts bancaires, en principe, il y a la commission bancaire de l'UEMOA qui est en charge de ces contrôles. Nous allons vérifier, chacun doit faire son travail. C'est leur travail de faire des vérifications dans ce domaine, en liaison avec l'économie et le ministère de l'économie et des finances. Mais l'épargne est quelque chose d'essentiel pour le développement d'un pays, pour avoir donc un développement plus endogène. Le dossier, disons que de la construction de logements, en fait, les 5,5%, c'est le souhait exprimé. L'addition est en cours avec les banques. Je sais que dès que vous entendez quelque chose, on considère que c'est une décision de l'État. C'est un souhait formulé. L'édition, c'est actuellement avec les banques pour boucler ce dossier. Madame la ministre de l'économie et des finances nous a saisi, puisqu'elle a négocié déjà avec les banques. Il y a une divergence sur le taux final. Et on doit bientôt se rencontrer pour finaliser ce dossier. Voilà. Et lorsque j'étais récemment donc à la réunion, disons que présidée par le président de la PBF, dans la rencontre des banques de l'UEMOA, cette question a été évoquée avec
le président Diarra Souba, président de la PBF de Côte d'Ivoire, et nous devons nous rencontrer bientôt pour cette question, mais aussi pour la question concernant donc les marchés publics en faveur donc des PME. Donc ces deux questions vont être résolues. Alors, les problèmes de coupure d'eau et d'électricité. Bon. Alors, je sais que les Ivoiriens, tant qu'il y aurait même 1 minute de coupure d'électricité ou d'eau, on se plaindra. Si comparé par rapport aux pays de la sous-région, vous verrez que la Côte d'Ivoire est quand même fortement bien lotie. Mais plus on en a, plus on en demande, et c'est logique, c'est humain. Les coupures d'électricité, il y avait 50 heures de coupure d'électricité par an, ici. 2011, avant 2011 et 2011. Nous sommes actuellement, si je me souviens bien, à 25 heures. C'est baissé de moitié. Mais on peut faire mieux, bien sûr. Tant qu'il n'y a pas 0 heure, cette question sera posée dans cette salle. En ce qui concerne le problème de l'eau, effectivement, nous avions indiqué qu'au début de cette année, Abidjan sera couvert d'eau. Le président de la République l'a indiqué dans son message à la fin donc, de l'année. On a effectivement fait l'inauguration de Niangon avec 44 000 m3. On va faire, disons que l'inauguration de l'eau à Bonois avec 80 000 m3. Le déficit d'Abidjan était de 200 000 m3. Au niveau de la production, quand le président va ouvrir, disons que Bonois, nous aurons la capacité qu'il faut pour couvrir les déficits des 200 000 m3. L'un des problèmes qui est en cours de règlement, c'est la qualité des cadeaux. Pour qu'une fois l'eau est transportée dans les châteaux d'eau, il puisse aller jusqu'au consommateur lambda. Il se trouve que nos amis n'ont pas fait pendant 10 ans des investissements qu'il faut en ce qui concerne la tuyauterie. C'est l'un des problèmes actuels, puisque le président a inauguré, je donne l'exemple de Niangon, 44 000 m3, et du point qui nous a été fait par le ministère en charge donc, des infrastructures économiques, 30 000 m3, c'est-à-dire les 3/4 ont pu effectivement arriver à destination. Les 10 000 m3, il y a des problèmes de canalisation parce que c'est vieux, parce que ça coule. Donc il faut faire des travaux pour que l'eau arrive au destinataire. On attend, on va voir le problème donc de Bonois qui va en principe fournir toute la partie sud d'Abidjan, notamment Trècheville, Marcory, etc. et Port-Boué, entre autres. Mais si les canalisations ne sont pas modernes, ne tiennent pas, certainement ce n'est pas les 80 000 m3 qui vont aller directement au consommateur. Il est peut-être possible que ce soit aussi les 3/4. Donc il y a un travail qui est donc en cours au niveau du ministère des infrastructures économiques, de manière à ce que nous puissions donc couvrir effectivement la totalité des besoins en mettant aux normes un certain nombre de PAC qui n'ont pas fait l'objet de mise à niveau depuis donc des années. Donc le problème de l'eau s'avance, le problème de l'électricité aussi s'avance, il y a des améliorations. Je vous ai indiqué que la capacité est passée de 1650 MW, va passer de 1650 MW actuellement à 2000 MW en 2015, et nous allons passer ensuite à, disons que 4000 MW, donc en 2020. L'application des mesures. Mais après tout, mon cher ami, qui est chargé d'appliquer ça? L'État veille, mais qui désobéit? C'est vous et nous. Il faut que nos frères ivoiriens apprennent à respecter la règle. Il ne faut pas qu'il y ait un gendarme derrière chacun pour appliquer les règles éditées par l'État. Et dès que les mesures sont prises, les interventions à gauche, à droite, pour essayer de dire, mais écoutez, il y a ceci, il y a cela. On a demandé d'être ferme de ce côté-là. On vous prend avec le cellulaire au téléphone, il faut appliquer ça. On vous prend, disons, à fumer dans le domaine public, les sanctions doivent être appliquées. Mais il faut que vous le sachiez, vous qui êtes journaliste, aidez à éduquer la population, vous aussi. De manière à ce que lorsque des règles sont prises, elles soient appliquées sur le terrain. Donc Joris Fioretti de l'AFP. Moi j'avais 3 petites questions. Une qui n'appellera un commentaire très simple de votre part concernant le 3e pont.
Il y a désormais un proverbe à Abidjan qui dit durant les heures de pointe, il y a des bouchons partout sauf sur le 3e pont. Est-ce que, après 1 mois de fonctionnement, vous avez déjà des chiffres sur la fréquentation de l'infrastructure, et est-ce qu'ils sont satisfaisants? Et auquel cas, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur l'utilisation du partenariat, enfin du principe de partenariat public-privé en Côte d'Ivoire? Ma deuxième question nécessitera également une réponse assez courte. Elle concerne ce fameux eurobond que vous avez abordé tout à l'heure. Il y a quelques mois, quand vous parliez, ou quand le gouvernement parlait du chantier de train urbain en Côte d'Ivoire, on mentionnait la nécessité d'émettre un emprunt pour financer le chantier. Est-ce que l'eurobond sera émis dans cet objectif, et si non, dans quels objectifs, qu'est-ce qu'il est censé financer? La troisième question nécessitera un développement un peu plus long. Vous parlez, et le gouvernement ivoirien et le président ivoirien parlent constamment d'émergence. Il y a des bateaux qui sont appelés émergence. On parle d'émergence matin, midi et soir. Pourtant, vous savez, et tout le monde sait, qu'en 2020, aucun des critères de l'émergence ne pourra être atteint en Côte d'Ivoire. Que ce soit le critère de salaire moyen minimum qui est requis par l'émergence, que ce soit les critères sociaux, et quand même vous faites d'énormes efforts au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, la Côte d'Ivoire ne pourra pas être émergente en 2020. Donc, est-ce que c'est un simple concept politique, ou est-ce qu'il s'agit d'une intention louable du gouvernement? Je voudrais que vous nous l'expliquiez. 3e pont, bouchon partout à Abidjan, sauf sur le pont Henri Konan Bédié. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas le point de vue des Ivoiriens. Il y a des rues à Abidjan où il n'y a plus. Donc, il y a moins d'embouteillage. Bien sûr que le pont a contribué à ce niveau. C'était prévu tel quel. Il y a tout un travail qui a été fait par notre demande par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui passera donc au gouvernement sur le système de la circulation au niveau de la ville d'Abidjan, en liaison donc avec le ministère des Transports, des Infrastructures économiques, mais aussi avec l'appui accordé par la Banque africaine de développement, qui nous a donné l'exemple d'un appui qui a été apporté au Kenya pour Nairobi. Et le président Kaberuka m'en a parlé. Donc on travaille sur ce dossier de manière à ce que nous puissions, tout en gardant les rues actuelles d'Abidjan, faire en sorte qu'il y ait une plus grande fluidité donc, de passage. Attendons donc les données statistiques donc, sur le pont Henri Konan Bédié. On a les premières données, mais ce n'est pas significatif. Il faut attendre un trimestre pour avoir l'ensemble des données. Il y a une montée en charge. On serait autour de 32 000, 35 000 actuellement, avec un objectif visé de 115 000 à 100 000. Donc on est en chemin. Il faut faire la découverte de manière à ce que les choses aillent de l'avant. Le train urbain, allons-nous faire des emprunts? Je dis non. Ce n'est pas ce qui est visé par l'État. Vous savez, sur le dossier, nous avons une entreprise coréenne, Dongsan, et 3 entreprises françaises qui sont parties prenantes à ce dossier. Le groupe Bouygues, le groupe Alstom, le groupe Sistra. Nous avons demandé depuis le départ qu'il y ait, disons, qu'un BOT, Bill Own and Transfer, ou bien prise en charge par le secteur privé de ce dossier. Sur ces dossiers, je sais qu'un certain nombre d'entreprises françaises demandent à ce que l'État intervienne. Pour le moment, notre position est que pas de garantie de l'État, pas de financement de l'État, sauf si l'étude de marché montre qu'il faut aller plus loin. Voilà, je peux vous dire un peu sur ce dossier d'édition, donc, disons que continue. Mais la position actuelle de l'État, c'est que c'est un BOT. Alors les BOT, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire en fait. Ce n'est pas le pont Henri Konan Bédié. Il y a eu déjà des BOT concernant Zito, des BOT concernant l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, des BOT, je peux vous en citer. La Côte d'Ivoire a l'habitude des BOT. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Donc pas d'emprunt pour le moment pour financer cela. L'émergence, c'est une vue de l'esprit. Je résume, hein. On ne respectera pas les critères de salaire moyen, des critères sociaux. Bien, ça c'est votre point de vue à vous.
Mais ce n'est pas le point de vue des Ivoiriens. Je me garde bien de me prononcer sur les points de vue de ce que fait le gouvernement français et le gouvernement européen. Quand on a commencé à faire le tunnel sur la Manche, c'était une ville d'esprit. Ça a commencé depuis quand? Depuis le temps de Napoléon, que je sache. Ça a été réalisé maintenant. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des villes d'esprit. Je commençais par dire que quand, disons que Martin Luther King parlait de « I have a dream », il indiquait qu'il espérait que les enfants des États-Unis, d'où qu'ils viennent, d'Alabama, comme du Nebraska, puissent aller la main dans la main, qu'ils soient blancs, noirs ou rouges. Je ne suis pas certain qu'il ait pensé déjà qu'un Américain, un Afro-Américain devrait être président des États-Unis aussitôt. Il savait que ça viendra. Donc, les rêves ont permis donc de faire bouger le monde. Quand Deng Xiaoping, en 1978, ou en Chine, a décidé qu'il fallait ouvrir le monde chinois aux entreprises et faire, disons que, à la fois, disons que maintenir le communisme en matière politique, mais ouvrir la voie en matière libérale, il a été combattu. Très peu de gens pouvaient comprendre. Et je sais que l'Occident a beaucoup critiqué. Ce n'est pas possible. Chacun sait maintenant que la Chine est devenue la première puissance mondiale économique. Et que, bon, mais écoutez, on voit donc les avions des chefs d'État défiler à Pékin pour obtenir des contrats. C'est ça la vie. Vous verrez, dans 15 ans, peut-être même pas, des avions venir ici en Afrique pour demander des contrats aussi ici. Pourquoi? L'Afrique est en train de bouger. Il faut qu'on comprenne ça de manière très très vite. La croissance est la plus élevée actuellement dans le monde, au niveau de l'Afrique. En moyenne, 6-7%. Ici, nous faisons 9%. L'Afrique a les matières premières, les ressources naturelles. Ce qui a manqué à l'Afrique, c'est le capital humain, de manière à pouvoir tirer profit donc, de ces ressources. Mais le capital humain, nos pays sont en train donc, de se pouvoir en capital humain. Je vous ai parlé des universités que nous sommes en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce pays repart très vite parce que nous avons le capital humain. Donc après la crise, le capital humain a commencé à travailler, à rebondir. Je ne sais pas combien de temps vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous allez voir que ce pays va étonner le monde. Parce qu'il a la capacité d'étonner le monde. Il l'a déjà fait par le passé. Quand on a fait le pont Félix Houphouët-Boigny, je crois que c'est Parimat qui écrivait que sur ce pont Félix Houphouët-Boigny, n'allait passer que des charrettes et donc des bœufs. Le pont Félix Houphouët-Boigny n'a pas duré. Il y a eu, disons que, super trafic à ce niveau. On a fait le pont Charles de Gaulle. Il a été très vite encombré. On vient de faire le pont Henri Konan-Bédier. Il ne suffira pas. Et le président de la République vous a parlé de 2 autres ponts. Le pont vers Azito et aussi le pont, disons que de Yopougon. Et probablement, on est en train, dans les cartons, de voir un peu d'autres ponts. Voilà, c'est un peu ça, cette Côte d'Ivoire. Elle a toujours étonné le monde. Et que ce soit le président Alassane Ouattara, que son premier ministre, que la plupart donc, des ministres ici présents, nous savons où nous allons. Et ce pays va aller vers l'émergence. Qu'on veuille ou pas, ce pays sera émergent. Voilà ce que je veux vous dire un peu, et vous comprendre ça. Merci beaucoup.